Cette semaine, dans le balado, eh bien, on vous promet nos meilleurs jeux de mots météorologiques, tout simplement. Bienvenue à Mon Ciné Balado avec Jean-François Breton et Francis Ouellette. Salut Francis. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. En remplacement, si on veut, de Patrick Marleau, qui est en voyage en ce moment, en vacances en voyage. J'espère pas en Oklahoma. Non, j'espère pas pour lui, là. Fait que deuxième passage avec nous à Mon Ciné. Absolument, et je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Parfait. Puis on a passé un bon moment avec Twister. J'ai hâte qu'on en reparle tantôt. Oui, ouais, absolument. Ouais, c'était un beau visionnement. Ouais, voilà. Avant, c'est Patrick le spécialiste des tours d'actualité, mais j'en ai quand même noté une très majeure, mais c'est toujours aussi des spéculations. Mais c'est que les frères Russo, Anthony et Joe, seraient en pourparlers avec Marvel Studios pour réaliser les 2 prochains Avengers. Puis, je me souviens pas si t'es un fan des Marvel quand même. Non, mais ça, c'est très intéressant. Par contre, les 2 prochains. Ouais, c'est ça. Fait que, parce que là, tout a rebrassé Ouais, pas mal, ouais, parce que le prochain Avenger, techniquement, c'était The Kang Dynasty. Puis là, il est comme flushé parce qu'ils ont flushé Jonathan Majors. Ouais. Fait qu'il n'y a plus de Kang, fait qu'ils savent pas trop ce qu'ils font. Ça serait en mai 2026. C'est quand même bientôt pour des films de cette ampleur-là. Effectivement. C'est dans moins de 2 ans, tu sais. Puis l'autre serait l'année suivante, là, ce serait Avengers Secret Wars. Fait que... Peut-être que justement, ça commence à sentir la soupe chaude, puis ils ont eu beaucoup de problèmes, puis ils se disent, bon, on va aller chercher ceux qui ont réussi. Ils ont fait 4 films quand même, eux autres. 2 Captain America, Winter Soldier, puis Civil War. Puis le fameux diptyque Infinity War, puis Endgame. Là. Mais, mais ça, c'est vraiment intéressant, par contre. Qui replonge là-dedans, mais qui choisissent déjà pour 2 films, un même réalisateur. Fait que j'imagine qu'il va y avoir une bonne continuité entre les deux, puis de séparer ça. Fait que moi, je pense que si ça se rend jusque-là, ce genre de rumeurs-là, ça risque d'être confirmé. Peut-être qu'ils font naviguer ça. Puis je sais qu'il y a aussi l'été souvent beaucoup, je sais pas s'il est passé, là, mais les Comic-Con de San Diego, puis d'autres journées spéciales Marvel, puis des affaires comme ça. Fait qu'il y a souvent des annonces effectivement. qui suivent, mais là, je sais plus on est où dans cette... dans la ligne du temps là-dessus là, pour ces affaires-là. Fait que c'est la nouvelle grosse rumeur, mais tu vois, on saurait même pas de quoi parle le prochain. Puis on en a parlé la semaine dernière, Pat et moi, mais ils ont lancé la bande-annonce du prochain Captain America. Ah ouais? Ok, non, celle-là, je l'ai pas vu. C'est avec Sam machin, là, le Falcon, dans le fond. Là. Oui. C'est un peu la continuité de la série télé, je pense, Falcon and the Winter Soldier. Ok. Là. Puis, fait que il se retrouve là-dedans. Fait que là, j'ai oublié qui réalise... Je sais plus pantoute, mais c'est pas les Russo, définitivement. Fait qu'ils vont peut-être reprendre cette... on sent là qu'on a Deadpool qui sort la semaine prochaine, mais qu'on a une espèce de pause, puis que là, on veut réaligner des choses. Il y a beaucoup des projets Blade là, qui étaient en pourparlers depuis longtemps. Puis là, marché à là, Ali, ça fitait plus trop, mais il sera encore là. Ils ont changé de réal genre 2 fois. Tu sais, c'est vraiment un development hell, finalement, là, comme ils appellent. Fait qu'ils vont peut-être tirer la plug aussi sur une couple de projets, j'ai l'impression. Puis allier un axe plus raisonnable, là, tu sais, un genre de c'est quand même grandiose, là, mais tu sais, je sais pas, 5-6 films en 2 ans, mais qui sont dans une certaine continuité. Je pense que ça serait plus intéressant que de continuer à présenter des personnages, mais jamais savoir quand les ramener... au bon moment. Dans l'ensemble, mettons. Parce que c'est sûr que plus tu fais d'annonces de projets, surtout quand tu as des projets comme ça, plus ça risque de peut-être t'en annuler aussi une couple. Là. Fait que vaut mieux parfois juste tais-toi. Jouer safe. Là, c'est ça, exact. Bon. En parlant de bande-annonce, là, c'est des bandes-annonces pas mal plus indie. Il y a Anora de Sean Baker. La bande-annonce est disponible maintenant. Ça va sortir en octobre. Ça, c'est le film qui avait gagné la Palme d'Or il y a quelques semaines à Cannes. Sean Baker qui avait fait auparavant Red Rocket puis Florida Project. Fait qu'on est vraiment dans le cinéma indie américain. Puis ici, c'est avec une stripteaseuse qui va, une escorte, qui va se faire une espèce de mariage passionnel et rapide avec un jeune russe riche. Très riche, ouais. Puis que là, rapidement, on va se demander qu'est-ce qu'il fait dans la vie, finalement, lui, pour avoir de l'argent. Puis là, toute la famille n'a pas l'air d'apprécier ce mariage-là, la famille russe. Fait que ça a l'air à une certaine tension dans un genre de drame humain, je dirais. Là. Fait que ça pique ma curiosité beaucoup. C'est un scénario probablement
très vu dans certains livres, mais de cette façon-là, présentement, on s'entend c'est qu'on touche à la contemporain, Russie. C'est très... j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller jusque-là. Là. Ouais, ça doit être un peu mafia. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr qu'ils vont aller jouer jusque-là. Puis, autre film très intéressant, et clin d'œil, je parlais du Winter Soldier, A Different Man avec Sebastian Stan, qui était lui qui jouait ce dit personnage, d'où le lien, et Renate Reinsve, qui était dans Julie en 12 chapitres, c'est une actrice norvégienne. Là. Oh, oui. Fait que là, je sais pas si c'est son premier, mais en tout cas un rôle aux États-Unis. Et Adam Pearson. Fait que ça, c'est... j'ai oublié de noter le nom du réal. Mais A Different Man, c'est que dans le fond, Sebastian Stan se voit un peu... Il y a une maladie, il est comme déformé de la face. Puis il va, grâce à une super technologie, se faire guérir puis retrouver son visage normal. Sauf qu'il va réaliser qu'à partir de ce moment-là, il passe un peu dans l'ombre. Puis il va arriver un autre joueur, Adam Pearson, joué par Adam Pearson, qui lui a aussi ce visage déformé-là et va capter toute l'attention. Fait qu'il va un peu s'ennuyer de sa difformité. Mais ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que Adam Pearson, je pense que c'est un Britannique, puis lui, il a réellement cette difformité-là. Mais ça ressemble genre au Elephant Man. Là. C'est comme une maladie de je sais pas si c'est auto-immune ou quoi que ce soit, mais qui crée des tumeurs non malignes, donc non cancéreuses, un peu randomly dans sa face, fait qu'il a vraiment l'air du Elephant Man, là. Il a l'air en pâte à modeler et tout, là. Je dis ça poliment, là. Il a joué dans... zut, j'ai oublié, avec Scarlett Johansson, là, qui est comme Under the Skin, là, qui est comme une extraterrestre de Jonathan Glazer. Dieu, ça, c'est bon. Il fait un des clients un peu weird qu'elle ramasse à un moment donné, là. Fait que, ouais, c'est du A24, là. Anora, je me souviens plus si c'est 24, mais A Different Man, c'est A24, ça va sortir en septembre, sûrement, une sortie assez limitée quand même, mais c'est pas de l'horreur, c'est juste un peu un drame sur fond de weirdness. C'est drôle parce qu'il y a clairement un écho avec son titre, là, The Elephant Man. Puis, A Different Man, ouais. Probablement, ouais. Je peux pas croire. En tout cas, ça va sonner des cloches. Moi. Sûrement. J'ai jamais vu l'Elephant Man non plus. Ah non? Non. Ah, c'est bon. C'est triste, là. Anthony Hopkins, il est excellent là-dedans. Puis l'autre, là, lui qui se fait défoncer le thorax dans Alien. C'est lui qui joue Elephant Man. Il est excellent dans ce rôle-là. Là. Ah, faut que je regarde ça dans mes... peut-être avant que ce film-là sorte pour avoir un comparatif, voir s'il y a des clins d'œil à tout ça. T'sais. Mais c'est bon, le fait justement de jouer sur la dualité du j'avais cette difformité-là avant, je l'ai pas accepté, mais ça a des répercussions. Je m'en ennuie parce que là, je suis rendu un parmi tant d'autres. Là, t'sais. Fait que, ouais, curieux de voir ça. Puis, on sorti des nouveaux trailers pour des gros blockbusters, là, Beetlejuice. Ouais. Un trailer qui en dit un peu plus sur l'histoire. L'as-tu regardé? Oui, j'ai regardé hier, justement, le nouveau trailer. Ça m'a un peu réconforté. Ouais, parce que c'est pas trop copie conforme. Là, on a l'air d'aller vraiment dans le monde de l'au-delà, puis cette espèce de bureaucratie-là. Oui. Ils vont jouer un peu là-dessus, justement, sur l'ambiguïté, puis le vouloir d'être avec les vivants ou avec les morts. Ouais. Puis même le visuel, là c'est pas spoiler, là, c'est dans le trailer, mais il y a comme deux Betelgeuse, un avec une petite tête, puis un normal. Oui, c'est ça, c'était j'étais là, oh, OK, donc Betelgeuse qui revient dans le deuxième film. Ah, je comprends pas, j'ai hâte. Ouais. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. C'est comme James Bond, c'est juste une licence. Dans le fond, il y en a plein ou il est unique, je sais pas. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ouais, je suis plus curieux au début. Tu sais, je veux dire, on a le même âge, là. Tu sais, Betelgeuse, ça m'a marqué d'une certaine manière, mais c'est pas... C'est pas quelque chose avec lequel j'ai traîné avec moi. Je suis pas genre nostalgique de « Ah, mon Dieu, ce film-là que j'écoute une fois par année. » J'ai dû le voir 10 fois quand j'étais jeune, mais je l'ai pas revu depuis 20 ans. Là. Je le réécoute pas encore et encore. Fait que je suis très neutre à ça. Genre, je pense pas que ils vont tout briser puis ça sera pas bon. Je suis pas plus. Patrick est full excité, il a vraiment hâte. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. Je suis curieux de voir ça, mais je compte pas les dodos, là. Ça va, là. Mais je pense que la production, du moins, on peut être content et fier et en paix avec la production derrière le film. Ils ont été dans le même village, ils ont construit la même maison à la même place. Côté nostalgie, je pense que on devrait être servi. Le fait que c'est Tim Burton aussi qui reprend le projet. Il n'a pas juste passé à l'autre puis qui est juste producteur exécutif. Oui, c'est ça, exact. Il le réalise, il a coécrit, je pense. Oui, aussi. Fait que, ouais. Puis Alien Romulus qui sort dans 2-3 semaines aussi. Nouvelle bande-annonce, mais ça, je m'en suis préservé parce que j'ai quand même vraiment hâte. Là, justement, on est à quelques semaines de ça. J'espère que, je sais pas, avec Fede Alvarez, j'espère que ça va être un bon, très plus horreur que j'aimerais ça, les derniers avaient une espèce de côté
science-fiction, on dirait qu'il misait plus là-dessus, ouais, de genre donner des réponses aux questions, puis c'est comme, je sais. Mais c'est pas nécessaire. Les questions font partie de l'œuvre. On n'est pas obligé de répondre tout le temps. Fait que ça, j'ai hâte de voir, mais tu vois, je me suis préservé là, de ce trailer-là pour. C'est correct. Des fois aussi, il faut savoir se préserver. Ben, il y a des films que, tu sais, on parlait de F1 récemment. Je pense que ça n'a pas trop d'impact. Tu vois des scènes intenses et tout, mais on dirait qu'un film qui est plus horreur, ça va briser des jump scares peut-être, ou des affaires de même, ou des personnages, ou même des caméos, je sais pas. J'aime mieux moins en voir, puis être surpris. Ouais, voilà. Écoute, ben rapidement comme ça, là, on arrive aux nouveautés, puis niaisons pas, et on a promis, il faut penser à faire des jeux de mots de météo. Je vais essayer. C'est ça. c'est dans le vent. Twisters de Lee Isaac Chung, qui est très surprenant parce que c'est lui qui avait fait Minari il y a quelques années, qui avait eu plusieurs nominations aux Oscars. Puis il a grandi. Ce qui est intéressant à savoir déjà avant qu'on parle du film, c'est qu'il voulait faire ce film-là. Parce qu'avec les Marvel, tu vois, c'est drôle que ça tombe cette semaine. Vrai, hein? On a essayé beaucoup de réalisateurs qui ont fait des films indépendants. Chloé Zhao, je pense que c'était ça. Ouais. Qui avait fait ceux qui étaient dans l'espace avec Icarus puis tout, là. Mais pas dans l'espace. Les Eternals. Ok, oui. Ça. Fait qu'ils sortaient de genre du cinéma vraiment indépendant américain avec... j'ai tout oublié le nom, là. Celui de Francis McDormand qui travaille chez Amazon puis qui vit dans sa van life. Puis le film d'après qu'il a fait, c'est genre un Marvel de 250 millions de dollars de budget. C'est incroyable, ça. Hein? C'est une méchante marche. Ouais. Puis tu sais, c'est des genres complètement différents. Je me souviens plus... j'ai entendu en entrevue, puis je pense que c'était Monia Chokri, là. Puis tu sais, il comparait avec des grosses productions, autre chose, puis elle disait, tu sais, ça, c'est comme deux métiers différents, là. Elle dit faire des films d'auteur, des baby-stop, des trucs comme ça, puis aller faire des... T'as pas le contrôle. Même Bon Cop, Bad Cop, ou d'autres trucs encore plus, c'est un autre métier, là. C'est comme... Oui, t'es réalisateur, mais... Tu sais, t'es tellement plus d'avance sur toutes tes affaires. T'as des équipes, tu gères des équipes de 25 personnes sur des effets, sur de la robotique, sur tellement de patentes que t'es moins juste... t'es tellement loin du tournage si longtemps, là, et des fois, c'est des affaires de tournage de 4 mois coupés à 2 shots, alors que il y a des films, c'est 20 jours de tournage quasiment consécutifs, puis c'est fait, là, t'sais. Fait que, bref, c'est quand même deux mondes, fait que ça veut pas dire que tout le monde qui fait des films indépendants, leur but, c'est de se faire repêcher pour aller faire un gros film de 175 millions de dollars. Fait que quand on avait vu l'annonce de Lee Isaac Chung sur Twisters, c'était comme, bon, ils ont fait un gros chèque, ils pouvaient pas refuser, etc. Puis c'est comme, non, lui, il a grandi dans le coin de l'Oklahoma, là où se passe l'histoire. Fait qu'il a vraiment un bon attachement au premier film, puis il tenait vraiment à faire ce film-là. Fait que, de base, je peux dire ça. Je vais juste envoyer un petit synopsis rapide, puis après, on pourra explorer un peu, là, sans rien divulgacher comme d'habitude. Eh ben, c'est un soft reboot, OK? Fait que c'est pas une suite directe du premier, mais c'est pas non plus un remake avec exactement le personnage d'Helen Hunt puis de Will... Non, c'est pas Bill Paxton? Oui, exactement. Bill Paxton. Fait que c'est pas une reprise pareille, mais tu sais, eux accusent pas le fait que l'autre a existé. Il n'y a pas de caméo d'Helen Hunt dans le film. Mais c'est comme une suite parce qu'on a déjà eu un film de tornade, mais il y a un peu la même dualité entre deux équipes de chasseurs de tornades. Le seul lien vraiment tangible, c'est Dorothée. Ouais, le nom de l'expérience. Ouais, c'est la poubelle là, qu'on se souviendra dans le premier, Dorothée, où est-ce que les capsules s'envolent. C'est le seul lien vraiment tangible que tu fais, comme ça, c'est comme dans le premier. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va suivre une Kate, qui est comme une espèce de météorologue, mais pas amateur, mais aux études, qui veut, avec son équipe, faire... il y a une théorie que s'il envoyait des espèces de billes absorbantes, un peu ce qu'il y a dans les couches, ça ramasserait l'humidité d'une tornade, puis ça ferait cesser la tornade. Fait qu'ils font ça avec son équipe, ça tourne au vinaigre. Alors, elle décide de se tenir loin des tornades. Mais son ancien partenaire, un de ses anciens partenaires joué par... mais dans le fond, elle est jouée par Daisy Edgar-Jones, qu'on a vu surtout dans Where the Crawdads Sing, là où chantent les écrevisses, il y a à peu près 2 ans. Puis son ancien partenaire, joué par Anthony Ramos, là, de In the Heights, Hamilton, puis récemment les Transformers. Lui a fait le pied dans les blockbusters maintenant. Va venir la contacter et dire hey, j'ai reparti une nouvelle équipe, j'ai du financement, puis j'ai besoin de toi, viens m'aider à juste chasser les tornades, là, à les trouver finalement. Puis on va encore faire ça, essayer de ramasser des données pour aider à prévenir
les gens. Dans le fond, pas nécessairement d'enrayer les tornades, mais juste ramasser beaucoup de données qui vont nous permettre de conscientiser les gens, puis sauver des villages, de se faire raser, etc. Puis dans leurs aventures, vont croiser le personnage de Glenn Powell, qui lui est un chasseur de tornades, une vedette de YouTube, des médias sociaux, il a toute son équipe. Fait qu'il a l'air d'un gros poseur, finalement. Puis il va arriver, regarde, plein de tornades, puis de revirements, puis tout ce monde-là, ce beau monde-là vont peut-être devoir arriver à travailler ensemble et laisser de côté leur divergence. Voilà. Ouais, c'est ça. Je te passe un peu le micro, là. C'est comme... Si tu veux remettre ça en contexte, tu sais, le film ils ont fait beaucoup d'effets pratiques aussi. Ouais. Il y avait, en fait, pour vrai, moi, je te l'ai dit, je pensais le détester parce que j'adore le premier film. Déjà, quand j'étais petit, le premier film, il est venu me chercher. Et quand on connaît l'histoire derrière la production et la création du premier film, c'était difficile de pouvoir justifier un reboot à ce point-là, je crois. Seulement... si vous vous attendez à des effets spéciaux plus impressionnants que dans le premier film, c'est pas tant plus impressionnant. Parce que le premier film était très bien réalisé sur ce côté-là. Seulement, si vous voulez ressentir encore l'effet de panique, puis l'effet de qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est juste... C'est capotant, là. Vous êtes dedans. Ils ont vraiment très bien, encore une fois, retranscrit l'effet de panique puis l'effet de « je vais mourir là ». La tornade fonce sur moi, je meurs. Ouais, tu pensais être aventureux, mais là, tu t'es mal pogné, ton camion s'est enlisé, puis là, ça va te défoncer la gueule, là, comme on dit. Vraiment, ces scènes-là sont excellentes. C'est très bien réalisé. Et même l'arrivée, justement, du personnage qu'on va détester... toute son évolution visuelle, le cadrage, de comment il arrive, c'est fait pour qu'on le déteste. Puis qu'on le déteste vraiment. Ouais, le petit coquille, là. Puis on embarque vraiment dans le jeu. C'est un film très bien réalisé, et je le dis encore une fois, je pensais vraiment le détester, ce film-là. Mais ce n'est pas le cas. Ben, tu vois, c'est ça, toi, le premier film t'a beaucoup marqué. Ouais. Moi, c'est un film que je sais pas comment c'est arrivé, mais je l'ai jamais vu. Incroyable! Et ben oui, je l'ai écouté il y a genre 2 mois. OK. Fait que j'ai pas le côté nostalgique ou genre... Puis je trouvais que dans le premier, la romance prenait beaucoup trop de place pour le reste de... On pourrait même dire la double romance. Là, pour ceux qui se souviennent du premier, il y a l'avocate qui suit, puis on sait pas si finalement... Mais c'est ça, c'est que dans le fond, le Bill Paxton, faut qu'il aille les rejoindre juste parce qu'il veut que Helen Hunt signe les papiers de divorce, mais il amène sa nouvelle fiancée avec, puis finalement, ben là, ils vont se remettre à chasser des tornades ensemble, puis là, peut-être qu'il est dû pour être avec elle, puis il faut qu'ils mettent leurs différents côtés, blablabla. Fait que ici, ben là, on se dit, ah ben là, il y a une jolie fille puis un joli garçon, ça va être une histoire d'amour, mais il y a de la romance dans l'air, quand même, il y a du flirt, mais c'est pas une histoire de genre il me faut cet homme-là dans ma vie ça, exact. ou quoi que ce soit. Tu comprends qu'il y a une attirance pour les deux, mais eux-mêmes sont conscients que l'espèce de la semaine où ils sont là en Oklahoma pour la grosse période des tornades et tout, ils ont d'autres chats à fouetter que ça. Fait que il y a un petit jeu de séduction, mais c'est pas poussé au bout. Puis ça, j'ai aimé ça. Il y a beaucoup de choses qu'on s'était dit, genre, dans le film, qui ne se sont pas passées. Et c'est ça, j'aime ça. Justement, quand le producteur ou le réalisateur tombe pas dans des espèces de pièges de « Ah, lisez ça, qu'il va mourir » ou il va se passer ça, tu vas voir. Non, il y a des trucs que vous allez être surpris. Et c'est là-dessus, justement, que ça m'a fait aimer le film plus que ce que je pensais. Voilà. Écoute, je pense pas que c'est un scénario qui va se retrouver aux Oscars. Non. Mais c'est un blockbuster. Puis le film l'assume. Puis il est pas over-quétaine ou il tourne pas les coins ronds tant que ça. Je pense que justement, Chung a fait vraiment un beau travail. C'est pas lui qui a écrit le film, mais tu sais, pour rendre ces personnages-là vivants puis attachants, puis tu sais, la dernière scène, la fameuse grosse tornade où tout va arriver, il y a plusieurs des mêmes personnages secondaires qui sont mis en péril. Puis j'étais même, non, il est quand même cool, celui-là. Oui, exact. Je sais pas qu'il arrive de quoi, tu sais. Puis pourtant, ils ont dit 4 phrases dans le film, mais ils ont assez bien incarné leurs personnages qui ont un certain stéréotype, mais il faut que tu sois quand même rapide au cinéma aussi dans ce genre d'affaires-là. C'est comme toi, t'es le sidekick qui est bon en informatique. T'es-tu gêné? T'es-tu cruiser? T'es-tu charismatique? T'es-tu introverti? Comment on te le présente? Puis là, en 3-4 lignes, puis comment il s'habille, tu le sais. Puis tu fais
il est le fun, finalement, etc. C'est une très belle recette qu'ils ont utilisée pour vrai. Si vous êtes amateur de blockbuster du Twister numéro 1, là, allez-y. Là. Ben, puis tu sais, je pense que le film sort à un bon moment en plein milieu de l'été pour... il fait trop chaud, vous avez besoin d'air climatisé. Excellent film à aller voir. C'est vraiment un... Je trouve que c'est aussi... Ben, c'est pas avec des enfants de peut-être 6 ans, là. C'est un peu jeune peut-être, mais à partir de quand vous écoutez, je sais pas, des films d'aventure, des Indiana Jones, puis des Uncharted, puis des affaires de même, là, vous allez voir ça en famille, puis... Il n'y a personne qui se fait estropier ou décapiter dans le film ou quoi que ce soit. Là, les scènes sont paniquantes, elles ne sont pas effrayantes. Ouais, je pourrais dire ça comme ça, effectivement. Le côté scientifique aussi, c'est quand même intéressant. Oui, parce que là, ce que je savais pas, c'est que finalement, tu es non seulement un fan du premier, tu es rendu un expert des tornades. Oui, dû à une espèce d'imbroglio entre 6000 caractères et 6000 mots. Bref, j'ai fait une énorme recherche et ce qu'on oublie, en fait, c'est que le premier film de 96, c'est basé... grosso modo, sur une série de téléreportages qui avaient été faits dans les années 80 sur les vrais chasseurs de tornades qui existaient. Parce que oui, ça existe pour vrai, et c'est ça qu'on a tendance à oublier. Dans les années 70, 80, 90, les chasseurs de tornades, comme on voit dans le film, c'était ça. Il n'y avait pas d'autre moyen vraiment de recueillir des données scientifiques réelles. Que 4 cowboys dans un pick-up. Exactement, et aller les filmer. Parce qu'on va se dire, les tornades, ils savent maintenant où elles se forment, combien de possibilités de chances qu'il y en ait une, sauf qu'une fois que la tornade est formée, tu ne sais pas comment elle va se comporter. Ouais, combien de temps elle va durer. Exactement, si les vents changent. Donc, c'est pour ça qu'il y en a encore qui chassent les tornades, qui les filment, et plus on a de données, plus on peut faire des statistiques, et plus, justement, on peut tenter de alerter les gens. Parce que nous, les tornades, là, on commence à connaître ça là, ici, sauf qu'en Oklahoma, c'est depuis tout le temps. C'est le spot parfait pour ça. Ça, c'est un truc qui est un peu bizarre dans le film. C'est pas vraiment un spoiler, mais... Bon, c'est pas un spoiler, mais tu sais, eux, sont pleins de chasseurs de tornades. Ils s'en vont à l'espèce de station-service, ils font le plein, puis là, ils regardent toutes leurs données, par où on va, où est-ce qu'il y a l'air d'en avoir une. Tu comprends que leur journée, c'est quand même faire beaucoup de millage là, pour en spotter une, pour faire leurs affaires. Mais quand ils arrivent dans des villages, puis qu'il y a comme une alerte de tornade, personne ne sait quoi faire, puis... C'est comme si c'est la première fois qu'ils entendaient parler d'une tornade de leur vie. Je comprends que tout le monde n'a pas vécu une tornade qui a rasé son village, mais c'est comme genre, que je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Puis là, ils croisent du monde. Il faut un abri d'anti-tornade. Oh, mais on sait pas. Non, on sait pas, c'est où. Puis là. Au contraire, dans le premier, où est-ce que des sheds anti-tornade, il y en a premièrement dans la première scène et 2-3 autres dans le film. T'es là, mais vous habitez en Oklahoma. Ouais. Des underground, c'est juste ça que vous devriez avoir dans votre champ. Là. Puis tu sais-tu, là, je te pogne sur le spot, pourquoi l'Oklahoma est si forte? C'est-tu à cause que c'est des grandes plaines? Exactement, c'est des grandes plaines. Beaucoup de fronts froids et de fronts chauds qui vont venir se rencontrer. Et c'est des plaines à vent. Dans le film, on le voit, ils ont compris, ils ont mis des éoliennes maintenant en Oklahoma. C'est ça, ils ventent énormément. Et je vous rappelle que la base de tout, le premier film dans lequel on peut voir une tornade, une fausse tornade, c'est Le Magicien d'Oz, et ça se passe où? En Oklahoma? Eh oui. Je savais même pas ça. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'on reprend un peu l'idée aussi dans le film là, de toutes les petites... C'est drôle, au début du film, leur premier bêta-test que genre les universitaires font, c'est avec les petits trucs qui volent, avec des hélices, qui est un peu la finalité du film de 96. Là. Ouais, c'est ça. D'avoir découpé des canettes de coke puis d'avoir fait ça. Fait que, je trouve ça drôle. Là. Il y a encore ce côté-là, pick-up. Mais tu vois, quand il croise Glenn Powell, lui, il est plus équipé dans son pick-up, prêt à tout. Ouais. Hey, sérieusement, parlons du pick-up, là. Écoute, vous ne le devinerez jamais, mais il y a quand même une commandite de Dodge dans cette affaire-là. On les voit bien que c'est des Dodge Ram. Ah oui. Puis j'avais vu aussi sur Internet une publicité de Dodge comme avec des images du film, puis Glenn Powell qui est comme le porte-parole probablement le temps du film et de l'été, là, mettons. Là. Fait que, on s'en cache pas. Il n'y arrive pas de malheur avec ces camions-là. Non, ça va, ils vont bien. Mais pour vrai, c'est...
Il y a beaucoup d'humour, de léger humour. C'est vraiment un film pour la famille. Là. Les instants de romance, de légère romance sont là. Il y a peut-être 2-3 plans qui nous ont fait rire, mais plus de leur existence dans le film que c'est comique en réel. Mais non, pour vrai, j'ai vraiment été surpris. C'est un très bon blockbuster. Je pense pas qu'il fasse autant d'argent que le premier, parce que c'est 400 millions là, le premier, là. c'est un peu comme Jurassic Park, dans le sens que c'était la première fois et tout. Là, avec des effets spéciaux comme ça, c'était la première fois. Quoique Jurassic World a fait énormément d'argent quand ils ont recommencé, puis ce qui était aussi un soft reboot, machin. Tu penses-tu que ça va leur donner le goût de faire un Twisters? Mais en plus, ils l'ont appelé Twisters au pluriel, parce que c'était comme, il va y avoir 2 tornades, mais dans le premier, il y a 2 tornades à je pense qu'il y en a 3 même dans le fond. Là. C'est ça. Il y a des trombes, en fait, qu'ils appellent, parce qu'ils sont sur l'eau. Il y a éventuellement une espèce de doublé de tornade, mais c'est pas comme le gros climax du film. Je pense que ça arrive assez souvent qu'il y a comme 2 spins, puis il y en a une qui meurt ou qui se fusionne. Puis, c'est pour ça que je dis que c'est comme vraiment un reboot, remake pas assumé. Juste le titre soupçonne que, vous le savez qu'il y a eu un premier, puis que ça pourrait être potentiellement une... Ouais, c'est ça. En tout cas... l'enjeu, c'est que là, moi, j'ai vraiment apprécié le film aussi. Là, comme je te dis, je trouve que c'est un excellent blockbuster. Ça m'a redonné un peu le même feeling que Top Gun Maverick il y a quelques années. Ah ouais, OK. Ouais. C'est vraiment le fun à écouter, tu sais. Puis, la grosse musique, c'est du country, là, tout le long. J'ai vu qu'ils ont sorti la trame sonore, là. Tu peux l'acheter. Il y a du Luke Combs, là, qui est comme full à la mode, qui a sorti sa tune avec un... Ça me fait penser un peu à Armageddon, là, tu sais, quand Aerosmith avait sorti une tune pour le film. Là, elle joue pas autant à côté, mais tu sais, il y a le vidéoclip qu'ils ont tourné avec des tornades. Puis c'est pas juste des images du film, mais il y a des images du film, puis lui-même, ils l'ont mis dans une espèce de mode, il y a du vent dans ma face, puis tout, puis... c'est Ain't No Love in Oklahoma. Là, ouais, ok, c'est parfait. Tout le monde est country redneck, là, je sais pas l'image là, mais... Mais le film est assumé. Et ça, moi, des gens partant, j'adore. Quand un film s'assume lui-même, parfait, j'embarque. Exact. Ton délire est présenté, j'embarque. Puis il dure comme 2h02. Pour vrai, c'est parfait pour ça. J'ai pas vu le temps passer. Non, exactement. Fait que c'est vraiment une chaude recommandation. Et comme tu as dit, je m'attendais à voir quand... J'espérais que ce soit bien, mais je m'attendais au pire, puis finalement, j'ai eu... C'est ça, c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, mais il y a eu beaucoup d'effets pratiques, comme tu dis. Ouais. Ils ont tourné en Oklahoma, ils ont utilisé des grosses machines avant et tout. C'est pas tourné devant des green screens. Non, puis ça après. Ça paraît... Oui, là, les tornades, c'est pas des vrais, disons-le. Ouais, mais... Pour vrai, ça vaut la peine parce qu'effectivement, les choses qui reçoivent d'en face, c'est vrai, des vraies choses. Mais ils sont vraiment allés filmer sur le terrain quand il y avait comme... Pas des tornades, mais tu sais, des intempéries. Quand le ciel était gris, ça, ils filmaient pour le vrai. Probablement que c'est un peu bonifié avec des effets numériques, mais ils n'ont pas juste tourné dans un beau ciel bleu bien tranquille dans Watt. Puis, fait que... écoute, je sais pas si on oublie de dire d'autres choses, là, mais... ouais, puis Glenn Powell, très charismatique, qui est la nouvelle coqueluche un peu du cinéma, dans son rôle justement de Monsieur Cocky. Fait il y a le fun là-dedans. Même défaut que le premier, tout le monde est toujours en chandail blanc, jamais d'imperméable, puis ils s'en vont dans pluie. Ouais, il n'y en a pas un qui a un imperméable. il accepte la pluie, il n'y a pas de problème. C'est ça. Ben là, ils ont plus de chapeaux de cowboy que dans le premier, cela dit. Fait que ça doit être ça qui les protège. Ben c'est la grosse sortie de la semaine, mais il y a aussi, permets-moi de te parler, du drame biographique Boléro de Anne Fontaine, qui nous parle de Maurice Ravel et la fameuse composition du Boléro de Ravel, que soudainement j'ai trop des tunes country en tête. Oui, c'est difficile. Je serais comme pas capable de te la siffler là, je m'en souviens plus exactement. Mais fait que c'est un drame biographique sur ce compositeur-là, qui est genre au début des années... dans les années 1920 à peu près, à Paris. Il va recevoir la commande. Maurice Ravel compose déjà des œuvres, mais il n'a pas fait, disons, encore sa grande œuvre qui va marquer le monde. Puis il y a une danseuse russe, Ida Rubinstein, qui lui demande une composition originale pour son prochain ballet. Fait que c'est pas un opéra ou une symphonie. Là. C'est vraiment une pièce qui dure jusqu'à... Ben, lui a composé la musique, ça dure jusqu'à, je pense, 17 minutes, une affaire de même. Okay. Fait qu'il n'y a pas plusieurs mouvements là, au boléro de Ravel et tout. Puis, fait qu'on va suivre ici. Ce qui est bien, c'est qu'on commence, puis il est déjà un adulte. Là. Fait que c'est pas comme le jeune enfant qui entend très bien et que blablabla. Et qui développe sa passion. Non, on est... OK. Mais, puis c'était vraiment Ravel était vraiment un super intello de la musique, genre. Fait que c'était un très bon arrangeur, très...
pratique un peu dans ses affaires que plus une espèce de génie fou qui compose plein Il d'affaires. était cartésien beaucoup plus Exactement, que c'est ça. libre. Fait qu'à un moment donné, ce qu'on comprend beaucoup dans le processus, c'est qu'il se remet beaucoup en question là-dedans, puis il sait pas où aller, puis il a aussi essayé longtemps de s'inscrire puis de gagner un espèce de prix je me souviens plus si c'était en Grèce ou quelque chose comme ça, puis il l'a perdu genre 5 fois là. Fait que c'est comme un running gag avec ses amis. Fait que tu sais puis fait que même quand il a fini l'œuvre, puis qu'il est comme content parce que la simplicité et la complexité du boléro, c'est que c'est comme le même air qui revient tout le temps avec un petit drum en arrière, puis là il y a une orchestration avec ça, mais que ça va juste se répéter en s'accentuant. Il n'y a pas vraiment, comme on pourrait dire, de B là, dans la musique. C'est comme tout le temps un A. C'est comme s'il y avait toujours un couplet, là, jamais de refrain. Mettons, OK. Ça revient, puis fait que pour plusieurs, c'était comme stupide, mais finalement, ça crée quelque chose, cette espèce comme une sorte de l'effet mantra, de la répétition, là. exactement, tu sais. Puis tout ça a donné un ballet où on le voit un peu dans le film, qui était finalement très sexuel ou très sensuel, mettons, plutôt que sexuel. Puis, fait que même lui, à un moment donné, ça le choque d'être comme, OK, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? C'est bon, c'est pas bon, il se remet pas en question. Mais arrivé, genre, au boléro, puis tout, c'est quand même peut-être plus à la moitié du film. Fait qu'après, on va voir comment il deal avec tout ça, un peu la fin de sa vie, ses amours qui fonctionnent pas bien. Puis il y a eu une fin de vie très tragique, Ravel. Là, tu sais, je spoil pas le film, c'est mais l'histoire c'est la vie de lui, quelqu'un, là, c'est ça. Il y a eu beaucoup de pertes cognitives. Puis comme c'est par le passé, on sait pas exactement comment ça s'est passé. Mais une forme de... Pas de démence, mais qui perdait vraiment beaucoup sa mémoire, puis il commençait à être beaucoup mêlé à où est-ce qu'il était. Puis le film le présente aussi d'une manière qui... Veux pas, tu le sens venir, ça, à un moment donné, que tu commences à être mêlé, puis à perdre des bouts, puis à être un peu genre « Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, on va au resto. Ben oui, okay, allons-y. Ben oui, je le savais, là. » Fait que il y a ce côté-là. Puis, dans le fond, finalement, Maurice Ravel, il est joué par Raphaël Personnaz, qui est comme une face française que vous allez peut-être reconnaître si vous avez vu moindrement des films français, mais c'est pas un gros nom là, que... Ben, en France, oui, mais pas ici. Mettons, on s'en souvient pas autant que bien d'autres, mais... Il ressemble à un genre de Matthew Good, là, qui est aussi un acteur américain un peu moins connu, ou je dirais un jeune Viggo Mortensen. C'est vraiment quand tu le regardes là, dans son faciès et tout. Mais ouais, super bon, très bon film. Beaucoup de musique, beaucoup de... Parce que, tu sais, des fois, il dirige des orchestres, il est souvent sur son piano, on va voir d'autres orchestres jouer à l'occasion, fait que c'est intéressant pour ça, là. C'est pas juste du monde qui parle ou qui écrive sur des calepins. Il n'y a pas trop le côté... Tu sais, lui... Vu que sa tourne est assez machinale, tu vois qu'il va des fois dans des usines pour comme s'inspirer du rythme et de la répétition. Il est très dans genre la musique de la vie. Là, ouvre tes oreilles puis tu vas entendre qu'est-ce qui se passe. Fait que sans être trop quétaine là-dedans, il y a quelques moments comme ça intéressants. Puis une autre couple de gros noms là-dedans, là, Doria Tillier, Jeanne Balibar, Emmanuel DeVos, Vincent Pérez. Fait que, c'est une grosse production française, Boléro. Puis écoute, je recommande aux intéressés de la musique en général. Moi aussi, je n'écoute pas tant de musique classique. Là. Dans mon cursus scolaire, quand j'étais au cégep en musique, c'était comme un peu imposé. Là. Mais on apprenait surtout qu'est-ce qu'il a fait, il est né quand, il est mort quand, c'est quel courant. Moins sur artistique. sa vie, alors que souvent, c'est vraiment passionnant. Ouais, c'est ça. Et parce qu'en fait, c'est toutes des choses que j'ai oubliées. Je trouvais ça tellement absurde là, qu'il fallait apprendre les dates de naissance puis de mort par cœur, puis toutes ces affaires-là. Puis en plus, tu étudies en musique pop, mais tu as des cours de classique comme obligatoire. Fait que là, ça vient avec l'histoire de la musique. C'était comme... je pense que c'était 4 cours au cégep, là, fait que 4 sessions. Puis il y a juste la dernière que c'était contemporain. Là. Toutes les autres, c'était comme du classique, puis du baroque, puis des affaires. Puis j'étais vraiment, mais pourquoi, là, tu sais? Et le pire, c'est que c'est ça. Tu as beaucoup plus, là, avis aux enseignants, on a beaucoup plus tendance à vouloir retourner des dates quand on connaît la personne. Si je connais pas la vie de quelqu'un, à quoi ça me sert de savoir qu'il est mort ou qu'il est né en telle date? Ouais, alors que si je connais sa vie, mais je suis capable de mieux probablement la mettre sur une timeline puis peut-être capable de guesser, du moins sa vie, tu sais. Ben, c'est facile à dire, mais tu sais, en général, on dirait que je suis plus intéressé quand tu découvres l'affaire contemporaine, puis qu'après on dit « Ah, mais ça les inspirations viennent de ça », puis là, tu vas t'y intéresser pour comprendre. Mais si tu pars avec la base... Oh, c'est lourd. Ça peut être lourd. Là, parce que tu dis, ça va mener à quoi, là? Claude Debussy, là, bref. Fait que c'est ça pour Boléro. Puis l'autre film, une comédie dramatique belge qui s'appelle Normal de Olivier Babinet, où une adolescente qui est élevée seule par son père qui est atteinte de la sclérose en plaques
elle va tenter de cacher aux services sociaux un peu la gravité de la situation pour pas aller en foyer puis pouvoir rester avec son père. Elle est jouée par Justine Lacroix, que c'est pas son premier film, mais pas encore très très connu, là, même en France, je pense qu'il y a 2-3 films sans plus. Mais Benoît Poelvoorde joue son père. Ah ouais? C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre d'un Écossais qu'on a comme pris la pièce, puis c'est vraiment, de ce que j'ai cru comprendre, une adaptation, c'est-à-dire que c'est pas la même histoire, on a juste pris certains morceaux, c'est comme inspiré de la pièce, puis on a fait un film avec ça. Fait que ça peut avoir l'air très... tu sais, c'est une comédie dramatique, ça touche à tout, mais c'est pas un feel-good. C'est un genre de coming of age, parce qu'on suit surtout la jeune qui est au lycée, qui a pas trop d'amis. Elle écoute souvent des films d'horreur avec son père, fait que ça vient beaucoup de teinter ses rêves à elle. Elle fait un peu des cauchemars, des affaires qui sont un petit peu gore. Fait que, fait que ça place genre des yeux qui coulent, là, puis des affaires de même, puis sur le bord des murs. Il y a beaucoup d'affaires reliées aux yeux dans ce film-là, mais en tout cas, sans spoiler, vous verrez un peu c'est quoi. Fait que, tu sais, comme son père a la sclérose en plaques, ben, il travaille pas, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Fait qu'elle, il faut qu'elle travaille. Fait qu'elle a beaucoup ses épaules parce qu'elle va à l'école, elle travaille, elle s'occupe de son père, elle fait le ménage. Elle essaie d'avoir une vie. Ouais, c'est ça. Ben, ça, finalement, elle n'a pas tant le temps de l'avoir. Puis, il va justement arriver dans sa vie un garçon. Mais un garçon qui lui proposer une espèce de deal, genre... Là, tout le monde pense que je suis gay, mais je suis pas gay. C'est juste que j'aime beaucoup la mode. Fait que... Un peu comme Easy A là, à l'époque. Genre, pourrais-tu faire semblant de me faire une pipe en public? Comme ça, le monde va savoir que je suis pas gay puis tout. Fait que là, tu dis, bon, est-ce qu'elle va accepter puis tomber dans cette espèce de panneau-là qui va probablement se revirer contre elle? Ben, je vous laisserai voir le film. Je vais pas tout spoiler, mais le film m'a surpris à beaucoup d'endroits parce que ça vire pas sur cette espèce... À ce moment-là où il y a cette intersection-là, si on veut, elle a pas pris le chemin que je pensais puis les choses virent d'une manière différente. Puis, c'est ça. Fait que elle va travailler la relation avec son père, puis essayer d'éviter ça, là, le fameux moment où le comment on appelle ça, non? Le spécialiste, le travailleur social, c'est ça, va devoir venir puis essayer d'avoir l'air normal. Justement, alors que c'est un peu comme, tu sais, tout le monde est... C'est quoi la normalité, dans le fond? Là? C'est un peu ce que tu découvres. Ouais. Tout le monde est unique, mais où personne ne veut déroger, mais en même temps, soyons nous-mêmes, là. Fait qu'il y a une petite vibe un peu à tout ça parce qu'il y a une espèce de spectacle musical justement où son ami un peu plus flamboyant participe. Puis ça me rappelait un peu Sex Education. Là. Je sais pas si t'as écouté là, sur Netflix. J'en ai écouté quelques-unes, ouais. La série, puis à un moment donné, il y a un gros spectacle, puis là, eux autres, ça vire différent parce qu'ils font un spectacle sur genre l'orgasme féminin puis des affaires comme ça. Là. Fait que là, c'est pas ça ici, mais il y a quand même cette espèce de opéra rock que là, des gens... aiment, puis d'autres sont contre, puis mais c'est un tout petit moment du film. Mais ouais, bref. Fait que Normal, ce qui est un film belge, fait que je voyais une critique qui disait que c'est extrêmement belge, c'est-à-dire que t'as des éléments plus sensibles, plus humains, puis d'autres vraiment trash. Là, parce que j'ai déjà vu des films, pas des films d'horreur, mais juste, comment ça s'appelait? Ex-Drummer, là, puis des affaires comme ça, juste, ouais, over trash, puis surprenant que... Ben, je sais pas si ça vaut la peine de compter des bouts de films, mais tu sais, ouais, j'étais là, ouais, c'est donc bien bizarre, ce cinéma-là, c'est donc bien comme choquant, puis je pense que c'est relié à beaucoup d'affaires, le cinéma belge, dans sa manière de faire, là, exactement, fait que, bref, il y a un peu de ça ici, mais sauce un peu comme cinéma pour tous. Nous, on a toujours des scènes de cuisine, nous, fait que... de dos sur le bord d'une étendue d'eau, là, ça, c'est classique. C'est face à un lac, face au fleuve, ça, c'est sûr. Il y avait, c'était Anthony des films dans le cabanon qui avait fait un montage de... tous les films québécois qui avaient une shot sur le bord d'une étendue d'eau. C'est épique, ouais, non, mais si c'est pas tout, c'est proche d'être 85. Ouais, ben en fait, vu que leur podcast a arrêté pis tout, il doit manquer les 4-5 dernières années, 3 dernières années, mettons, de ces films-là. Hey, écoute, sans tambour ni trompette, c'est tout pour cette semaine. Je pense qu'on a vraiment pas assez fait de jeux de mots météorologiques. Il aurait fallu que je m'en note, là, comme... Oui, mais tu sais, à quelque part, est-ce que c'est ça que les gens auraient voulu? Oui et non. C'est ce que moi j'aurais voulu. Je sais pas si les auditeurs c'est ce qu'ils recherchent. Peut-être une tempête dans un verre d'eau. Ouais. C'est ça. Ça c'est bon ça. Qui d'ailleurs, il y a une scène de tempête dans un verre d'eau dans le film. Une scène. Quand il a fait ça, j'étais là, ben non. Ta tornade dans ton verre d'eau va durer 2 secondes. Oui, c'est exactement ce qui se passe. Fais juste mettre le verre d'eau. Ben, je pense que il y a beaucoup d'expositions de science qui crédibilisent la chose, mais que des fois tu vas peut-être qu'ils nous en passent une petite. Ouais. Il y a des affaires qui sont pas claires sur
est-ce que c'est vraiment un trou dans la science en ce moment ou c'est juste dans le film puis dans le monde réel, c'est déjà résolu un peu? C'est vraiment un mélange des deux parce que, comme je te disais tantôt, il y a des expériences scientifiques qui se font pour détruire les tornades et il y a des trucs qui se peuvent théoriquement. Ouais. Fait que c'est ça. Genre exploser des tornades, Oui. faire des choses comme ça. Ouais, exactement. Ça se peut, mais comme les scientifiques le disent, tu peux même péter une tornade, sauf que tous les autres éléments qui sont là pour que la tornade existe, ils sont encore là. La pression atmosphérique, les nuages, le front froid, le front chaud, ça, bonne chance pour les détruire. Ouais, c'est ça. Ouais, juste le temps qui va faire ça. Là. Puis, ah oui, c'est vrai, le problème, c'est qu'on s'en est parlé juste avant d'enregistrer. Fait que là, des fois, quand on commence à enregistrer, j'ai l'impression que je l'ai déjà dit, mais je l'ai dit hors micro. Puis pour revenir sur Twister, sur Tornade, c'est que tout le... Quand ils sont ensemble à la station-service, là, j'espère que je l'ai pas dit. Non, tu l'as pas dit tantôt. Non, tu l'as pas dit tantôt. Fait que tous les figurants, c'est des vrais chasseurs de tornades, c'est des youtubeurs actuels. C'est comme plusieurs films, quand tu vas nicher dans un domaine, tu essaies de prendre du vrai monde de ce domaine-là pour ne serait-ce que crédibiliser ton film, parce que si des gens vont le voir, ils vont faire « Oh, yo, je reconnais le gars ou la fille derrière, c'est un vrai X, tu sais. » Fait que c'est ça, je trouve ça intéressant. Puis les acteurs expliquaient que, ben c'est ça, des fois, il fallait qu'ils arrêtent parce qu'il y avait vraiment des tornades ou juste comme des orages électriques. Fait que c'était comme, ben là, on peut pas tourner un film, là, on a trop d'appareils de métal puis d'affaires de même. Puis eux autres, souvent, ils disaient, OK, ben là, on est en break, ben parfait, nous, on va aller la chasser, la tornade, là, on s'en fout, là, nous autres, on est juste des figurants, là, tu sais. Mais les acteurs principaux pouvaient pas y aller, probablement faute d'assurance. Ça, c'est incroyable. Des trucs comme ça, fait que... Ben ça rajoute vraiment une touche de réel aussi. C'est ce genre de petits détails que, ben, même sur des grosses productions américaines, c'est vraiment très apprécié, justement, qu'ils fassent participer les gens de cette culture-là. Parce que, oui, là, ça a l'air malheureusement redneck de courir après des tornades, sauf que si vous saviez à quel point ça a sauvé des vies, faire ça, c'est vraiment incroyable. Tu sais, ces gens-là, oui, ils sont crinqués, oui, ils savent très bien sur quoi ils se dirigent, sauf que, ben, il en faut. C'est ça qu'il faut. Il faut ce genre de scientifique-là débile pour pouvoir mieux connaître la science et la nature. Puis tu sais, là, on parle juste des tornades, mais il y a des scientifiques qui sont pris sur des navires pendant 9, 10, 15 mois des fois pour étudier des marées. Puis les scientifiques, là, souvent, ils donnent beaucoup de leur eux-mêmes. Ouais, c'est pas juste du monde dans des labos. Hein, non. Puis, est-ce que tu chasserais une tornade? Si t'avais l'occasion, là, pas bâtir toute ton équipe, mais genre... Si on m'assure que c'est une F1 ou une F2, probablement. Ouais, c'est ça. Comme dans le film, il y a un reporter qui fait un reportage sur eux. Fait que lui, c'est la première fois, puis il dit comme « Ah, t'achètes ta ceinture, là, elle va nous passer sa tête. » Puis ça, c'était tellement intéressant, parce que c'est comme ça que les chasseurs de tornades ont été découverts par le grand public, avec des reporters. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça... C'est un magnifique clin d'œil à la vraie histoire des chasseurs de tornades et du film de 96. Il y a beaucoup de micro-clins d'œil comme ça. Mais c'est ça, on voit que le réalisateur voulait le faire. C'est pas un film de commande, c'est vraiment il est vraiment fait avec amour, mais oui, d'un film que je sais pas combien il a coûté, là, 170 millions, une affaire de même, puis tout. Fait que, mais c'est vraiment un cool film de cinéma ou de cinéparc. Oui. Le premier, quand il jouait au cinéparc, le monde devrait capoter, là, parce que dans le premier, il y a une tornade qui en Ontario, au Canada, une des seules tornades qui était enregistrée dans les années 90, je crois que ça s'est passé en 1997. Twister était à l'affiche ce soir-là. OK. Et il y a une tornade qui est passée et qui a arraché les écrans. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça s'est vraiment passé. Et en plus, c'est en Ontario. Notre patron me disait que lundi, au début de la semaine, il y avait la première à Toronto de Twister. Ah ouais. Puis elle a été annulée parce qu'il y a eu, pas une tornade, mais il y a eu une grosse tempête, puis ça a créé une panne d'électricité. Ah ouais, t'es sérieux? Il dit, tu sais, un cinéma, ça ferme jamais, là. Ça ferme jamais, là. Sauf des pannes d'électricité pendant la première de Twisters. Ben non, ça c'est drôle. Ouais, c'est ça. Wow! Ça, j'adore ça. Fait que voilà, c'est ce qui conclut ce balado. La semaine prochaine, le 26 juillet, Patrick devrait être de retour. On va parler de Deadpool et Wolverine. Le grand retour de Deadpool maintenant dans les tuyaux de Disney. Et surtout le retour de Hugh Jackman dans
derrière les griffes de Wolverine, mais dans le costume jaune pour la première fois. Ouais. C'est Sean Levy qui est aux commandes maintenant. Et au Québec, un autre film très attendu, 1995 de Ricardo Troggi, le 4e volet de ses aventures de jeune aspirant réalisateur. J'ai pas trippé sur la série. Mais lui, j'ai excessivement hâte de le voir. Parce qu'il est plus dans la course Destination Monde, le faisage de films. Oui, puis lui-même, il l'a dit. Je veux rendre hommage à mes copains, à mes chums de ce temps-là. On a tout évolué ensemble en même temps. J'ai tellement hâte de voir 1995. Je crois que ça va être un bon. Ça. Tant mieux. Il reste peu de temps à attendre. Pour nous contacter, comme d'habitude, écrivez-nous au balado@monciné.ca et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Merci, Francis, de ta présence. Ce fut un plaisir. J'espère qu'on écoute dès qu'il y a un autre film qui te tente, qui t'anime autant, ou que tu es spécialiste là, de la matière, là, tu reviendras. Parfait. Puis écoute, Patrick, s'il était là, il vous dirait bon cinéma, bon popcorn. Et si vous entendez une alerte de tornade, niaisez pas, cherchez un endroit au sous-sol pour vous cacher.